Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des enjeux du Grand Prix, cette fois-ci d'Espagne à Barcelone, parce qu'on les enchaîne, voilà, 3 Grands Prix de suite, et ben pourquoi pas mon cher Cyprien, comment ça va ? Très bien et toi Michael ? Ça va très bien, ma foi, voilà, on est sous la grisaille aujourd'hui, c'est bien. En fait, j'ai l'impression d'être Lou Bodin dans ces vidéos du mercredi, du jeudi, qu'on tourne le lundi, on vous donne un petit peu les secrets de tournage de ces vidéos sur Auto Hebdo. Alors évidemment, l'enjeu principal de ce Grand Prix, parce qu'on en parle depuis des mois, de cette fameuse directive technique sur les ailerons avant, sur leur flexibilité pour être tout à fait précis. Certains voient ça comme, ça y est, le tueur de McLaren, d'autres se disent que ça va peut-être pas changer grand-chose. Quelle est ton opinion là-dessus, Cyprien, et qu'est-ce que concrètement il va se passer ce week-end au niveau de la FIA ? Bon, je pense que la vérité, déjà, elle est un peu à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'en effet, ça risque de pénaliser un petit peu McLaren. Ça risque aussi de pénaliser d'autres équipes. Et puis, est-ce que l'impact sera important ? Ça, on le verra. Alors, en effet, pour revenir sur cette directive technique, donc, l'an dernier, il y a eu une certaine polémique autour des ailerons, notamment de McLaren. On se souvient de l'aileron arrière à Bakou avec ce fameux système de mini DRS qui avait fait beaucoup parler, puis qui avait été retiré par McLaren sous les demandes de la FIA en fin de saison. Et puis il y avait aussi du coup cet aileron avant, jugé trop flexible. Alors c'était celui de McLaren aussi, celui de Mercedes qui posait problème. Une réclamation notamment faite par Red Bull et Ferrari. Les ça rivaux. alors. Voilà, on s'en doutait, hein. C'est toujours comme ça de façon en Formule 1. Donc les ailerons arrière, eux, ils ont pu être changés du coup d'ici la fin de saison. Donc dès le Grand Prix d'Australie, le premier de cette saison 2025, il y a eu des tests sur la rigidité du coup de ces ailerons qui ont été durcis. Et on en a parlé d'ailleurs dans les précédentes vidéos. Exactement, on en a parlé, on a vu l'impact. Au final, personne s'est fait prendre. À un moment, on pensait qu'il pourrait y avoir peut-être des disqualifications à la première course. Mais évidemment, en Formule 1, tout le monde sait bien respecter les règles à la limite, mais du bon côté. Et puis donc ces ailerons avant, eux, la directive avait été repoussée du coup à la 9e course de cette saison à Barcelone pour une raison simple, c'est que la plupart des équipes avaient déjà commencé à développer des pièces, à développer des ailerons du coup trop flexibles par rapport aux nouvelles règles, et que donc il fallait revenir à une spécification plus rigide, mais pour ça il fallait un peu de temps, il fallait redévelopper de nouvelles pièces. Donc ça devait être initialement Imola, ça a été repoussé à Barcelone, et enfin on y arrive à ces nouveaux ailerons. Voilà, donc effectivement, ils vont devoir être un petit peu plus rigides. Qu'est-ce que ça offre ? Évidemment, un aileron plus rigide, ça enlève la capacité d'avoir ce côté flexible, c'est-à-dire que plus l'aileron est flexible, plus il est capable de se tordre dans la ligne droite et donc forcément de baisser en appui. Qui dit moins d'appui, dit moins de tradé, donc plus de vitesse de pointe, et c'est un petit peu l'idée derrière tout ça. Alors évidemment, on rappelle, parce que c'est très précis, parce qu'on sait que beaucoup vont sortir des vidéos en disant « Regardez, ça bouge de 1 mm ». On a des tonnes d'appui sur les voitures. Donc imaginez, on vous met 3 tonnes sur vous, vous allez être flexible. Et ben l'aileron, c'est pareil, même si c'est du carbone. Donc voilà, l'objectif est qu'il soit un petit peu moins flexible, justement. Oui, puis alors, il faut comprendre aussi que les tests de rigidité mis en place par la FIA, c'est des tests qui sont très poussés, c'est des tests avec des caméras embarquées, par exemple. Vous voyez, vous allez certainement voir des fois ces stickers posés sur les ailerons qui servent à mesurer justement le degré de flexibilité en ligne droite ou dans les virages. Donc, en effet, visuellement, comme tu l'as dit, on peut avoir des ailerons qui bougent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont illégaux. Donc, voilà. Après, la question qui se pose, c'est du point de vue sportif. C'est qu'est-ce que ça va vraiment changer ? Ça peut changer des choses. Après, ça peut aussi laisser le même classement. Est-ce que c'est vraiment... Voilà, c'est l'occasion pour McLaren de montrer que leur voiture est quand même aussi bonne. Et puis, si ce n'est pas le cas, on aura compris qu'ils ont un petit peu poussé les limites du règlement. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder de près. En plus, Barcelone, c'est un circuit parfait pour ça. Il y a tous les types de virages, donc au moins, on pourra absolument comprendre si cette directive a un impact ou non. Alors, il faut aussi noter que les pilotes McLaren, eux, ils ont dit qu'ils étaient très sereins, que ça n'allait pas changer grand-chose pour eux. Charles Leclerc lui-même, donc pilote Ferrari, a dit qu'il pensait que ça n'allait pas bouleverser la hiérarchie. Lui, par contre, il a quand même laissé entendre que ça pourrait resserrer quelques écuries, donc peut-être que McLaren aura une avance un peu moins importante sur ce genre de tracé qu'on a pu le voir depuis le début de la saison. Donc écoutez, ça reste entier, peut-être qu'il n'y aura aucun changement, en tout cas ça promet de pimenter un peu les choses et puis peut-être de nous offrir une hiérarchie complètement bouleversée. On ne sait jamais de toute façon avec la Formule 1 ce qui peut se passer, donc on peut se prendre à rêver. Alors on a commencé, vous avez remarqué, à zoomer un peu sur McLaren, on va y rester de toute façon avec ce deuxième enjeu, ça y est, Lando Norris... Est-il de retour, vainqueur du Grand Prix de Monaco ? Il avait déjà terminé devant Oscar Piastri au Grand Prix d'Émilie-Romagne et du Made in Italy du côté d'Imola. Et voilà, il n'y a plus que 3 points d'écart maintenant entre les deux pilotes McLaren au championnat.
Est-ce qu'il s'est vraiment relancé, Lando Norris parce que c'est vrai que sur ce week-end de Monaco, on l'a senti, lui, totalement calme, même si le vendredi n'a pas été particulièrement flamboyant, mais il restait calme et il s'est pas inquiété, il a signé la pole puis la victoire, alors qu'Oscar Piastri, c'est lui qui parlait beaucoup de « Ah, j'ai fait des erreurs, j'étais pas bien ». Donc, on a un peu de dynamique qui semble s'être inversée entre les deux. Ouais, c'est là où on voit qu'une saison, c'est très long et qu'il fallait pas tirer forcément de conclusions hâtives après les 3 victoires de rang d'Oscar Piastri, puisque l'Australien avait construit quand même un écart qui commençait à augmenter, mais qui était infime. Je crois qu'il avait 17 points d'avance au maximum. Ouais. Moins d'une victoire, en tout cas. Voilà, moins d'une victoire. Donc, vous savez, il suffit que Norris gagne et que Piastri abandonne, il se retrouve avec 8 points d'avance. Et en effet, comme tu l'as dit, sur les 2 dernières courses, on sent vraiment ce changement de dynamique. Sur des circuits vraiment de pilote aussi, ou peut-être que l'inexpérience relative d'Oscar Piastri, qui dispute seulement sa 3e saison en Formule 1, peut jouer. Monaco, on sait que c'est vraiment un circuit où il faut être à l'aise, il faut avoir vraiment confiance en sa voiture. Norris, depuis le début de l'année, il dit qu'il n'a pas confiance en sa voiture, qu'il ne se sent pas bien dedans. Bah là, il allait nous chercher quand même le record du circuit. C'est pas rien. Premier homme sous la minute 10 à Monaco. On critique souvent ces voitures en disant qu'elles sont larges, qu'elles sont patodes et tout. Bah regardez ce que ça peut donner quand même quand on a des pilotes d'exception. Donc Lando Norris, il revient bien. On le disait friable mentalement. Ce week-end, il a tenu son rang. Seul petit bémol, c'était ce départ, les roues bloquées. Ouais, ça aurait pu mal se finir cette affaire avec Charles Leclerc à sa gauche. Là. Ouais, ça aurait pu finir dans le mur. Bon, au final, il a tenu, il a gagné la course. Puis comme tu dis, il revient à 3 points de son coéquipier. Donc je pense que la saison est relancée et qu'en effet, la dynamique mentale s'est inversée. Et Norris arrive en position de force. Alors pour moi, si on doit dégager un favori à Barcelone, ce sera logiquement lui. Mais on sait que Piastri, dans la tête, il est aussi très très fort, très calme. Donc ça promet un beau duel. Puis de toute façon, c'est ce qu'on espère. On sait que les autres pourront sûrement pas tenir toute la saison, même Verstappen malheureusement. Donc il va falloir qu'entre les deux, ce soit serré et accroché jusqu'au bout en tout cas. Et pour terminer, Cyprien, McLaren, ils rient depuis le début de saison. Ils ont plus du double de points de leur dauphin actuellement au championnat constructeur, donc tout va bien pour eux. Et ce dauphin, c'est Mercedes, qui a connu un Grand Prix de Monaco pas terrible, qui suivait déjà un Grand Prix d'Imola, pas terrible non plus, avec notamment l'abandon pour Kimi Antonelli. Ils voient derrière eux Ferrari et Red Bull revenir à quelques unités seulement. On va pas demander est-ce qu'il y a péril dans la demeure, mais est-ce que Barcelone n'est pas vraiment l'endroit parfait pour réinsuffler une bonne dynamique chez les Flèches d'Argent ? De toute façon, c'est Barcelone ou pas. Peut-être là, il va falloir, comme tu le dis, vite réagir. Moi, je pense qu'il y a en effet pas péril dans la demeure. On peut pas dire ça après 2 week-ends ratés. Mais il y a quand même une avance qui était assez conséquente et qui a été dilapidée. Ils ont marqué 6 points en 2 courses, 0 à Monaco. Et puis à Monaco, franchement, moi, ce qui m'a un peu chagriné de la part de Mercedes, c'est qu'on a senti une équipe résignée, finalement décidée à pas marquer de points après les qualifications, où ils ont un peu joué de malchance. Antonelli se sort, mais Russell a un problème électronique en Q2 qui l'empêche de participer. Sauf que quand on voit les déclarations d'après-course de Toto Wolff et des pilotes, ils disent oui, dans tous les cas, on était 14 et 15, on savait qu'on n'allait pas marquer de points. Oui, il n'y avait pas de. Et puis ils se sont plaints à la radio, enfin voilà, il n'y a rien eu de très. Non, de très réjouissant. George Russell qui a fait un peu n'importe quoi, là, ce dépassement sur Alex Albon pour aller couper d'un drive-through derrière, c'était un peu ridicule et pas nécessaire. Et puis justement, on a du mal à comprendre, ils n'ont rien tenté en termes de stratégie. On a vraiment senti une équipe apathique qui a laissé. Que Russell n'allait jamais s'arrêter au stand, alors qu'il fallait en faire 2 quand même. Antonelli, il a tenu 70 tours aussi sur sa gomme dure avant de passer 2 fois au stand en 8 tours. Donc en fait, c'était un peu ridicule. Et malheureusement, j'ai un petit bémol sur Kimi Antonelli ces dernières semaines, c'est qu'il rencontre son premier creux en Formule 1. Depuis sa pole sprint en fait à Miami. Malheureusement, depuis, c'est la chute libre. Bon, c'est pas non plus cataclysmique, mais on reste sur 2 éliminations en Q2 quand même. 13e à Imola sur la grille, 15e à Monaco. Tout à fait, tu vois, j'oublie déjà où on était, alors que pour rappel, on est lundi, donc c'était hier. Oui, c'était hier à Monaco, globalement. Une mémoire d'éléphant, vraiment. Donc en effet, voilà, le rookie va devoir un peu se reprendre, et c'est intéressant de voir aussi comment il va gérer ça. Parce que là, en plus, il faut qu'il se reprenne ce week-end, parce que Imola, oui, avec tous mes copains d'école, c'est à côté de chez moi, donc la pression, et donc les attentes, et surtout toutes les sollicitations. Monaco, c'est Monaco, donc toutes les sollicitations. Maintenant, Barcelone, il n'y a plus rien. En théorie, c'est un Grand Prix normal. S'il a de nouveau des difficultés, là, c'est un vrai creux. Et ce ne sera pas juste quelque chose qu'on peut excuser. En tout cas, on verra ce que ça va donner ce week-end. Grand Prix normal, pas encore de sprint, ça reviendra un peu plus tard dans la saison. Départ du Grand Prix 15h dimanche, comme d'habitude. Le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. On dit souvent que ce n'est pas le plus animé. Les dernières années, je trouve qu'avec les voitures modernes, ça se prête plutôt bien.
Ouais, c'est une course sympa. C'est un circuit qui a pas mal d'opportunités de dépassement, premier virage notamment. Puis bon, on a des souvenirs un peu sympas à Barcelone, justement. Bon, ça va pas faire plaisir aux fans de Mercedes. Ouais, on se c'est pas souvient terrible. quand même de 2016. Donc non, on peut avoir une belle course. Puis ça va être sympa ce week-end, c'est qu'on a aussi la F2 et la F3, encore une fois, troisième week-end de suite. Donc très sympa de suivre ça, de suivre les péripéties de Victor Martin, ce qui n'y arrive pas en ce début d'année, qui a beaucoup C'est de compliqué, malchance. pour... ouais, là, c'est pas facile pour lui. Voilà, et puis bon, on n'en aura pas parlé, mais on en parle assez régulièrement. Nos pilotes français en F1 qui ont fait un très beau Grand Prix de Monaco, Isaac Adjar, Esteban Ocon, et puis bon, Pierre Gasly et Alpine, c'est plus compliqué, mais bon, on va attendre de voir si peut-être que ce circuit plus traditionnel, comme tu l'as dit, va les aider à remonter la pente. Exactement. Ce sera à suivre évidemment tout le week-end, autohebdo.fr, pour les live textes notamment, qualification et courses, toutes les réactions, tous les décryptages, et évidemment tout cela sera aussi dans le magazine lundi à 20h en version numérique et le mercredi en kiosque. À bientôt Cyprien, ciao ciao. Salut Michael, ciao.